Chères téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, vous suivez la 383e édition de l'émission OCPA Magazine. OCPA Magazine, c'est l'émission de l'Ordre des comptables professionnels d'Haïti qui vous renseigne sur la comptabilité, l'audit, la fiscalité, la finance, les finances publiques, l'éthique, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'émission qui passe chaque mardi à 10h PM, reprise mercredi à 10h AM. Et pour les internautes, ils peuvent naviguer sur le www.rtghaiti.com. À cette 383e édition, nous avons retenu pour thème la décentralisation en Haïti, un défi à relever. Pour avoir cette émission, nous avons fait appel à un homme de l'art, connu du public, pour avoir été directeur général de la DGI, professeur et maire de la commune de Tabar. Je dirais, c'est une des belles têtes lorsqu'on parle de décentralisation. Sans oublier la publication de divers auteurs. Mais notre invité est à la dimension de nos attentes et je vous cite son nom, il s'agit du professeur Jean-Franz Théodate. Professeur Théodate, bienvenue à notre émission. Nous sommes très heureux de pouvoir participer justement à une émission prestigieuse et qui renseigne et qui a une valeur pédagogique extraordinaire au niveau du public. Et cette thématique qui a été retenue est une thématique pour laquelle je pense pouvoir apporter quelques éléments de réflexion. Alors bonjour M. Payan et salut chers auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Télé-Guinée. Merci. On prend une pause, on vous revient. Chers téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, comme d'habitude, nous vous renseignons sur l'activité de l'Ordre des comptables. L'Ordre des comptables reçoit des inscriptions en son local de 9h à 4h PM. Pour ceux qui voudraient intégrer la corporation, on a besoin de 109. L'Ordre des comptables organise aussi mensuellement, on appelle le jeudi mensuel le repas. Un événement qui est ouvert au grand public, à tous les professionnels, chercheurs, étudiants. Eh bien, c'est à l'hôtel Montana où, ce jeudi particulièrement, les professionnels, chercheurs, hommes d'affaires sont invités à 5h de l'hôtel Montana pour participer au jeudi mensuel de repas. Il y a aussi un événement qui concerne l'Institut des auditeurs internes, IA, le chapitre d'Haïti, qui fait beaucoup d'efforts, et il s'agit de la semaine de l'audit, du 12 au 16 novembre 2018. C'est un grand événement, et le thème c'est blanchiment des avoirs, lutte contre le blanchiment des avoirs, le terrorisme, en quoi les auditeurs sont-ils concernés. C'est l'occasion, encore une fois, pour les professionnels, l'audit interne, l'audit en général, les experts comptables, les chercheurs, les hommes d'affaires,
d'apporter, je dirais, leur soutien, tant par leur présence que par un support financier aussi, à la réussite de cet événement du 12 au 16 novembre en Haïti, où il a, eh bien, on vous permettre de découvrir les nouvelles normes qui régissent la pratique de l'audit interne en Haïti et comment ça peut aider aussi dans la lutte contre, je dirais, le blanchiment des avoirs, etc. L'émission du jour a pour thème la décentralisation en Haïti, un véritable défi à relever. Dès qu'on parle de décentralisation, eh bien, il faut penser à la gestion de proximité. C'est la décomposition du pouvoir en plusieurs entités. Et l'une des composantes, la plus petite, en référence au droit haïtien, qu'on appelle la section communale, qu'on appelle les collectivités territoriales. Donc, c'est un terme qui est d'importance pour tout un chacun puisque nous parlons de la gestion de proximité, où le maire, le CASEC, etc., ce sont des proches de la commune, des élus de la commune, des élus de la section communale, et qui sont appelés à voir les problèmes et aussi proposer des solutions, chercher des solutions de concert avec les habitants de la zone, de la commune, la section communale. Donc, c'est un thème d'une grande importance. Et c'est ce qui explique la première question que nous allons poser à notre invité, M. Théodate, c'est de nous expliquer le contenu du concept de décentralisation, de concentration, de centralisation, pour que ceux qui regardent l'émission puissent bien comprendre la suite. Très bien, merci. Et quand on parle de déconcentration, on parle d'une représentation du pouvoir central à d'autres niveaux du territoire en dehors de la capitale. Et cette représentation se fait en général dans les départements et ça peut se faire dans d'autres entités de la collectivité également. Mais toujours est-il que l'État central prend toutes les décisions en rapport justement à la gestion en rapport avec la gestion de la chose publique. De la chose publique. Donc il y a une sorte de délégation. Exact. Et la décentralisation est relativement différente dans la mesure où il y a un transfert de compétences et d'un niveau hiérarchique à un autre niveau. Très bien. Et à ce titre-là, ce transfert de compétences s'accompagne souvent d'un transfert de ressources et de moyens qui permet l'exercice de cette compétence. Maintenant, malheureusement, très souvent, quand le transfert de compétences est fait, l'accompagnement ne suit pas. Ne suit pas. L'accompagnement au niveau ressources, très souvent, ne suit pas. Et c'est ce qui explique très souvent que les compétences sont exercées de manière bancale. Très bien. Alors, ça veut dire le fait d'avoir une organisation du ministère du Commerce, par exemple, dans un département géographique, la Cour des comptes, un département géographique, ça représente une forme un exemple de décentralisation. C'est bien ça? Oui, je dirais de préférence, c'est de la déconcentration. Je me souviens. Oui, déconcentration. Ouais, c'est de la déconcentration. Et dans la mesure où les compétences sont toujours exercées par le pouvoir central. Déconcentration. Exact, puisque la compétence n'a pas été transférée en fait à une autre entité. Très bien. Et donc c'est toujours des représentants du gouvernement central, naturellement, qui sont essaimés sur le territoire. Donc un transfert de compétences. Exact. La décentralisation. Exact. Donc le transfert de compétences, en général, je prends un cas bien simple. Actuellement, au niveau du pouvoir central, l'état civil, par exemple, est une compétence du pouvoir central, mais dans le temps, c'est une compétence qui était exercée au niveau de la commune. Donc,
certainement l'État central a rapatrié cette compétence, mais elle est capable encore de la retransférer actuellement aux communes. Et à ce titre-là, ce serait normalement la commune qui organiserait tout ce qui est l'action publique en rapport justement avec l'enregistrement des naissances, de l'état civil. En fait tout ce qui est de l'état civil. C'est un peu ça, si toutefois on devrait articuler notre réponse, illustrer justement la déconcentration. La déconcentration, exact. Donc, très bien. Donc, la déconcentration, c'est clair, c'est le pouvoir central qui délègue une partie de ses compétences à un niveau hiérarchique. Exact. Très bien. Et transfert de compétences impliquant aussi transfert de ressources. Certainement. Donc, il y a aussi la centralisation, vous aujourd'hui. Oui. La décentralisation. Oui, alors, c'est surtout au niveau de la décentralisation que le transfert se fait, mais ça se fait du pouvoir central vers un autre niveau de pouvoir. Très bien. Qui est, par exemple, le pouvoir local. Très bien. Et quand nous parlons de pouvoir local, nous savons qu'actuellement, depuis 1987, nous avons quasiment 3 niveaux, justement, au niveau du pouvoir local. Très bien. Nous avons le département, et à travers le conseil départemental, mais malheureusement, cette entité, pour le moment, n'est pas opérationnelle. Nous avons certainement la commune en tant qu'entité, et finalement, nous avons les sections communales. Très bien. Bon, certainement, au niveau de la commune et au niveau de la section communale, certainement, ce sont des entités qui exercent, et dans la pratique, leurs compétences. Donc, donc c'est ce dilemme, justement, mais en finalité, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une finalité. La finalité, c'est comment organiser les services publics de manière à ce que la population puisse être en mesure de le recevoir dans les meilleures conditions possibles. Et comme vous avez parlé tout à l'heure de la gestion de proximité, eh bien cette gestion de proximité est mieux articulée quand elle est beaucoup plus et quand elle est proche du citoyen et quand toutes les facilités sont accordées aux citoyens justement pour qu'il ait accès à ce service. Parce qu'il y a un autre élément de réflexion que je peux ajouter par rapport à ça. Nous sommes dans une situation où il est très difficile de fournir de l'emploi à nos concitoyens. Très bien. Nous sommes dans une situation où il est très difficile de mettre à la disposition de la population d'un ensemble de biens. Mais nous estimons que le minimum, pour le moment, c'est au moins leur donner accès à l'ensemble des services publics en essayant de dégager le plus possible les éléments qui pourraient constituer des obstacles pour avoir accès à ce service. L'État doit pouvoir envisager les possibilités pour mettre en place des dispositifs qui permettent aux citoyens d'y avoir accès et que normalement ces services soient le plus proche possible des citoyens. Voici en clair comment on peut expliquer peut-être les grands avantages que pourrait normalement, dont pourrait bénéficier la population et si normalement on arrive à mettre en place tous les éléments qui permettent la décentralisation. Donc, ça veut dire, en pareil cas, la déconcentration comme la décentralisation sont opposées à la centralisation. Oui. Ce sont de véritables conquêtes du droit administratif moderne et qui, en principe, ces concepts-là, mis en application, permettent une meilleure gestion de la chose publique. C'est bien le cas. Non, c'est clair. Et bon, il y a aussi un élément quand même d'importance. Et la déconcentration, autant que la décentralisation, c'est un couple. Et dans l'état actuel des choses au niveau du territoire, je crois que ce couple devrait pouvoir marcher ensemble pour que la finalité, c'est-à-dire donner à la population et améliorer l'offre locale de services. Et c'est au niveau de la déconcentration, il y a des actions à prendre. Au niveau de la décentralisation, il y a des actions à prendre. Ouais. Très bien. Alors, vous avez mentionné que la composition même du pouvoir, à savoir l'État central d'un côté,
et les divers gouvernements locaux, à savoir les communes, comment se fait, je dirais, établir la relation entre ces deux entités-là pour que le citoyen puisse effectivement avoir accès aux services publics? Bon, il y a une articulation actuellement entre l'État central et les collectivités. Et cette articulation se fait déjà à partir du fait que les communes elles-mêmes ne disposent pas de suffisamment de ressources pour fournir des services à cette population. Donc, il y a ce que j'appellerais un rapport quasi obligé entre le pouvoir local et le pouvoir central. Mais il y a quand même d'autres éléments qui interviennent à travers tout ça. C'est que au niveau de la Constitution même, tous les services du pouvoir central qui sont établis dans les communes, naturellement, il y a une entité qui veille à l'exercice justement des services qui sont donnés au niveau du territoire communal. Ce sont des services du pouvoir central, mais le maire lui-même, en tant qu'exécutif du pouvoir local, a un coup d'œil à jeter et peut même, à certains égards, justement faire rapport si toutefois ces services ne sont pas donnés dans les conditions souhaitées ou prévues par le pouvoir central. Donc je crois que ça, il y a toute une articulation à ce niveau-là. Mais il y a d'autres articulations aussi qui à voir. C'est que, comme je vous ai dit, et comme je vous disais tout à l'heure, il y a, bien qu'on ait prévu au niveau de la Constitution de 87, et la commune est une entité qui exerce ses compétences avec une autonomie administrative et financière, mais nous savons que l'élément financier particulièrement est un élément qui pose problème. Pose problème dans la mesure où les communes n'ont pas les possibilités. Parce que si toutefois on se réfère aux statistiques, c'est quand même 96% des communes dans leur fonctionnement, c'est à travers les allocations, particulièrement du FGDCT, c'est-à-dire des dotations du gouvernement central vers les gouvernements locaux qui permettent le fonctionnement justement de ces communes. Bon, il y a très peu de communes qui arrivent à exercer cette autonomie et financière, et dans la mesure où le tissu, je dirais, d'entreprises et l'ensemble des entreprises et les activités économiques qui se font sur le territoire sont concentrées ou au niveau de la capitale ou au niveau des communes départementales. Donc, il y a certaines communes, et là, quand vous passez au niveau de ces communes, on a constaté que quasiment, comme je le disais récemment à mes séminaires, c'est tellement calme, il y a tellement si peu d'activité que finalement, je me suis dit que c'est réduit, j'utilise un terme fort, c'est quasiment un cimetière. Et enfin, je le dis, c'est à travers mes pérégrinations dans certaines villes de province. Et c'est la raison pour laquelle je fais quasiment un plaidoyer pour dire que l'entité de la collectivité territoriale qui s'appelle commune, en raison de son histoire, en raison justement de son passé, est une entité sur laquelle l'État devrait pouvoir accorder tous les renforcements possibles, et ceci au niveau de l'ensemble du territoire, au niveau de l'ensemble des 140 et plus communes. Je ne vais pas m'avancer à parler de 140 ou 146 parce que ça fait tellement polémique. Je préfère dire 140 et plus. Oui, communes
qui sont sur le territoire et qui devraient normalement pouvoir et constituer le principal centre d'animation, le principal centre d'attraction au niveau de ces communes moribondes dont je vous parle. Alors là, ça veut dire que le pouvoir central a intérêt à dynamiser ou à rendre, je dirais, opérationnelle la décentralisation. En clair, c'est dire exactement, et parce que le constat qu'on a fait, et je vais m'oser même m'aventurer à vous dire que, enfin, là je suis surtout au niveau financier. Et ma réflexion, quand j'ai regardé le budget de la République, le Sénat en tant qu'institution nous coûte 7 milliards. En tout cas sur l'exercice 2017-2018. Et quand j'ai fait le calcul, en divisant les 7 milliards par 143, la dotation qu'on pourrait faire au niveau des communes et du gouvernement vers le pouvoir local serait de 4 millions par mois. 4 millions par mois veut dire que non seulement vous assurez le fonctionnement de ces communes-là, mais vous avez même les possibilités de pouvoir faire des investissements. Parce que je crois qu'il y a quand même un minimum qui doit être fait au niveau des communes. Et c'est ce qui explique les bénéfices, justement, c'est ce qui peut expliquer les bénéfices de la décentralisation. Et je prends le cas des équipements collectifs municipaux. Je veux parler de la mairie en tant que telle. La mairie étant la maison de tous les citoyens de la commune. Il n'est pas normal que la mairie soit dans un état de dénuement où il n'y a pas l'électricité, par exemple, où il n'y a pas l'eau potable, par exemple. Je peux comprendre que le maire lui-même peut ne pas avoir ces commodités-là. Mais la mairie, l'hôtel de ville doit être une référence et un pôle d'attraction qui permettent aux citoyens de se dire, si chez moi je suis dans le dénuement, mais il y a un endroit bien approprié où je peux aller pour étudier. C'est un endroit où je peux aller, où je peux trouver naturellement un réseau Internet. C'est un endroit naturellement où l'éclairage électrique existe. C'est-à-dire que ça devrait être, comme je vous dis, un lieu d'attraction et d'animation du citoyen. Oui. Mais je vais au niveau d'autres équipements collectifs. Les places publiques. Dans le temps, quelle que soit la commune où vous étiez passé, le constat c'est que même quand la personne n'a pas la possibilité de vous donner rendez-vous chez lui, il pouvait aller sur la place publique. C'était propre, c'était sécure. Et la plupart du temps, c'était éclairé. Donc, ces éléments-là, ce niveau de réflexion le collectif, ces équipements collectifs dont je vous parle, doivent avoir un traitement différent par rapport à ce que je vois là maintenant. Je vais aller au niveau d'autres équipements collectifs. Le marché public. Le marché public doit être sécurisé également, doit être éclairé également, et doit être aussi une source qui ne doit pas être du moins une source de maladie dans l'état d'insalubrité dans lequel les marchés fonctionnent. Les cimetières devraient être aussi des endroits où au moins le corbillard puisse rentrer justement pour que les gens puissent rendre hommage à rendre hommage à leurs proches, étant donné que c'est leur dernière demeure. Voici ce sont ces éléments-là. Je prends des éléments basiques. Je ne veux pas parler de choses sophistiquées, mais je veux parler de choses qui rentrent dans la tradition, que les gens sont très au courant et pour lesquelles un traitement différent minimum doit être fait.
Et ce niveau-là, et je crois que ce n'est ni au-dessus de nos moyens, ni au-dessus des possibilités dont nous disposons. Bien. Donc, c'est juste pour dire que il y a toute une appréciation, il y a toute une nouvelle réflexion qui doit être portée, notamment au niveau des collectivités. Mais est-ce que les maires sont aussi bien imbus des problèmes de leur commune? Parce que lorsqu'on se porte candidat, ça veut dire qu'on est informé, on sait à quoi s'attendre. Est-ce que les maires sont au courant pour, en principe, pouvoir résoudre ces problèmes? Bon, maintenant, il y a un élément de taille. Le vote est aveugle. Et le votant? Le vote est aveugle et le votant implicitement, parce que c'est lui qui va déposer le bulletin. Mais une fois que les autorités sont établies, il y a un accompagnement à faire. Il y a très peu de choses, il n'y a pas de ressources légales à dire qu'il faut que l'élu ait certaines qualifications en dehors de celles qui sont prévues par la Constitution et par les lois. On n'y peut rien. Mais une fois que nous avons l'élu, parce que le vote est souverain. D'accord. Il n'y a rien que vous puissiez faire contre. Mais il y a un accompagnement qui doit être donné. Et cet accompagnement doit être institutionnalisé. Il ne faut pas que ce soit un accompagnement, et je dirais, partisan. Il ne faut pas que ce soit un accompagnement intermittent. Il faut qu'il y ait une institutionnalisation systématique qui se fait une fois que naturellement le maire est élu. Et je parle de l'élu du maire, mais il y a un autre niveau de la collectivité aussi qui mérite un accompagnement également, c'est au niveau des CASEC. Comme je vous dis, c'est au niveau de ces deux entités-là qui fonctionnent et il doit y avoir une manière de faire, il doit y avoir une manière de voir, il y a une manière pratiquement de faire fonctionner ces collectivités-là. Donc, c'est ce que j'appelle moi-même et actuellement, il faut qu'il y ait un pas, comme vous parlez des rapports entre le pouvoir central et le pouvoir local, il faut qu'il y ait ce que j'appellerais un pacte minimum de gestion et de rapport entre le pouvoir central et le pouvoir local. Mais en dehors des différences, en dehors des clivages politiques et en dehors de tout, on sait qu'au moins il y a un pacte minimum sur lequel, naturellement, on travaille pour pouvoir donner ces services dont je vous parle. Vous avez dit que le vote est aveugle. Vous avez dit que le votant l'est aussi. Ouais. Mais les votants, nous parlons de gestion, de proximité. Donc les votants sont informés aussi des problèmes de leur commune et de celui qui a la capacité de pouvoir résoudre ces problèmes. Donc, ça veut dire quelque part, les votants n'auraient pas dû être aveugles puisque je veux choisir quelqu'un qui, de ma commune, peut résoudre ces problèmes. Donc, il y a une responsabilité aussi du votant qui ne peut pas, en principe, dédouaner. Donc, il faut que les votants choisissent ceux qui, dans la commune, peuvent défendre leurs intérêts et améliorer la qualité des services. Donc, à ce titre-là, nous pose, nous verrons à la reprise, par exemple, quel aspect politique, économique, culturel, qui en principe empêche à la décentralisation d'atterrir. Sur ce, on prend une pause, on vous revient.
Chers téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, vous suivez la 383e édition de la série Okpa Magazine. Série qui a pour thème la décentralisation en Haïti, un véritable défi à relever. Notre invité, le professeur Jean-Francis Théodate. Au cours de la première partie de l'émission, le professeur Théodate vous a expliqué la différence qu'il y a entre les différents concepts, à savoir déconcentration, décentralisation et centralisation aussi. Il vous a clairement dit qu'aujourd'hui, l'autorité centrale, le pouvoir central, a intérêt à accompagner, à favoriser la décentralisation comme la déconcentration. La déconcentration, bien expliqué par exemple, c'est le transfert de compétences à un niveau hiérarchique. Par exemple, le fait, par exemple, du ministère du Commerce d'avoir un bureau au département du Nord. Le fait, par la Cour des comptes, d'avoir un bureau au niveau du département des NIP. Cependant, la décentralisation, à ce moment-là, eh bien, vous avez le pouvoir central qui, en principe, transfère aussi à un autre pouvoir, qui est le pouvoir local, et que nous appelons par les collectivités territoriales, les mairies, les sections communales. Donc, puisque le pouvoir central peut être partout, il a intérêt à ce que la distribution des services publics se réalise dans des conditions idéales. L'accès à la santé, l'accès à l'éducation, l'accès à la sécurité et pourquoi pas l'accès au bien-être. Donc, il est pratiquement, c'est un pari gagnant-gagnant, à savoir permettre aux communes, permettre aux sections communales, permettre aux collectivités territoriales d'être autonomes financièrement, administrativement. Mais aussi, il y a un défi aussi à relever par les maires, par ces autorités-là. Il faut que ces autorités se montent à la hauteur de leurs tâches aussi. C'est un fait. Il n'y a pas d'école où on peut apprendre à devenir maire, à devenir de CASEC. Mais il faut s'accompagner de gens capables. D'où l'importance des assemblées, de notables. Vous devenez maire aujourd'hui, vous devenez membre de CASEC. Vous avez des notables dans votre ville, des gens qui comprennent la situation, qui sont plus armés que vous intellectuellement, économiquement, même financièrement. Il faut aussi vous rapprocher de cette communauté pour vous encadrer, et ceci sans frais. Donc, professeur Théodate, puisque le thème de l'émission, c'est la décentralisation en Haïti, un véritable défi à relever. Donc, quelles sont, je dirais, les contraintes à la fois politiques, économiques, sociales, à la matérialisation de la décentralisation? Bon, il y a plusieurs éléments. Et au départ, il y a ce que j'appellerais un obstacle que je pourrais considérer comme un obstacle politico-juridique. Dans la mesure où actuellement, ce que nous appelons ce qui devrait être appelé, par exemple, une loi cadre sur la décentralisation n'existe pas. On a eu naturellement tout un ensemble de décrets au début de 2006. Il y en avait 5, dont un de ces décrets-là avait défini une loi cadre sur la décentralisation, enfin un cadre sur la décentralisation, puisque c'est un décret. Il y a eu un décret sur la fonction publique territoriale qui réglementait l'accès, enfin le statut justement de ceux qui travaillent au niveau des communes, qui n'est pas réglementé encore, je dois vous le dire en passant. Il y a 3 autres décrets qui définissaient certainement le statut de la commune, des sections communales et du département. Mais nous disons une chose, et la faiblesse justement de ce décret, et c'est la raison pour laquelle on n'a jamais pu procéder à son application dans son intégralité, c'est que ça comporte tout un ensemble d'éléments qui font problème. Et
Mais ceci mis de côté, il y a un élément fondamental de base sur lequel je voudrais statuer. Une loi cadre sur la décentralisation, pour nous, est d'une importance capitale. Et cette loi cadre doit nécessairement passer au niveau du Parlement pour avoir l'aval des représentants du peuple. C'est une loi qui est d'une importance et qui ne saurait souffrir d'un simple décret. Je comprends. Mais malheureusement, il y a certains aménagements dans le temps qui avaient été faits et les textes, au niveau des décrets, et le texte a été réintroduit en plusieurs fois au niveau de la Chambre, mais ça n'a jamais pu passer le cap du Parlement. Quand c'est voté au niveau du Sénat, au niveau de la Chambre des députés, ça ne passe pas. Et depuis quelque temps, on a constaté qu'il y a une dynamique qui avait été créée pour pousser un peu, pour faire en sorte que la loi cadre sur la décentralisation passe. Mais à date, si le texte fait l'objet justement d'analyse au niveau de la Chambre, mais le texte n'est pas voté encore. Mais je crois qu'il y a d'autres éléments par contre qui font problème aussi. C'est le fait que la majeure partie du temps, les textes n'ont pas été, beaucoup de gens, beaucoup d'entités n'ont pas été aussi consultés dans la rédaction de ces textes-là. Et quand je parle de ces entités-là, je parle certainement au niveau de l'exécutif, le ministère de l'Intérieur qui est chargé très souvent de faire la mise en œuvre et qui est un partenaire et partie prenante, le ministère de la Planification et de la Coopération externe, au niveau de l'aménagement du territoire notamment, et il y a d'autres entités comme par exemple l'Université d'État d'Haïti, qui actuellement, il y a certaines entités de l'université qui dispensent justement des cours sur la gestion des collectivités. Et il y a même il y a une maîtrise même qui est donnée à ce niveau-là. Très bien. Donc, il y a des réflexions qui se font. Il y a également les organisations communautaires de base. Il y a toute la société civile, en tout cas certaines entités, qui doivent être consultées avant, selon nous, une introduction du texte au niveau de la Chambre. Et ceci constitue c'est au niveau légal, ceci constitue un obstacle de taille. Mais il y a d'autres éléments dans l'intervalle qui posent problème. De plus en plus, le constat qui est fait, c'est que les parlementaires, notamment, s'impliquent beaucoup dans le développement de leur collectivité. Et à ce titre-là, les fonds qu'on appelle les fonds communaux sont utilisés par les députés pour faire des projets de développement local. Donc, on a des députés maires, de fait. De fait. Ceci pose un problème très sérieux. Et les maires se trouvent dans une situation compliquée et difficile. Et ceci s'explique du fait que les maires sont considérés comme des rivaux et probablement et parfois de potentiels candidats au poste de député. Le poste de maire n'étant qu'un tremplin. Et cette situation crée ce que j'appellerais un raidissement, justement, au niveau du comportement des députés. Et ce n'est pas par hasard que, même quand le texte est voté au niveau du Sénat,
Et au niveau de la Chambre des députés, le texte ne passe pas. Passe pas. Donc, ce sont des situations, ce sont des enjeux qui sont très compliqués, qui sont très difficiles. Bien qu'au fond, actuellement, les députés eux-mêmes sont des situations compliquées et difficiles au niveau du territoire même, de leur circonscription. Pour des raisons simples, c'est que les fonds qu'ils ont, étant donné que le maire ne peut pas répondre à certaines obligations, et c'est eux qui se substituent justement quasiment au maire, parce que le maire n'a pas les moyens, et les députés se retrouvent dans une situation compliquée parce qu'ils sont sollicités par la population à travers tous les besoins sont adressés directement aux députés parce qu'on sait que le maire n'a rien. Donc voilà des situations qu'il va falloir corriger et en redonnant justement au maire sa vraie fonction et en lui donnant aussi les ressources appropriées pour mener des actions de développement. C'est en fait de procédure administrative. Bon, certainement. Ce n'est pas une loi 4 qui va résoudre le problème, c'est en fait de procédure. Bon, certainement. Mais alors, la difficulté naturellement que nous avons, et la loi 4 par contre, devrait permettre normalement de fixer plus ou moins enfin, il y a tout le renforcement au niveau du budget, par exemple. Il va falloir qu'il y ait au moins une rubrique du budget bien inscrite au niveau du budget national accordée au maire. Très bien. Mais vous sortez aux dates, ça c'est, je dirais, l'aspect, vous avez bien dit, politico-juridique. Oui. Il y a aussi un côté, je dirais, un côté administratif aussi, à savoir, il n'y a pas vraiment, je dirais, cette disposition à transférer aux communes cette autonomie administrative obligatoire. Et pourquoi pas cette autonomie financière. Mais est-ce que ceci est un fait culturel chez nous? Bien, il y a une difficulté aussi. La difficulté, c'est que, les communes et le mode de gestion qu'elles ont pour le moment et font aussi hésiter le pouvoir central à transférer des ressources alors que les communes peuvent ne pas être en mesure de pouvoir gérer efficacement justement ces ressources. Et c'est la raison pour laquelle je parle d'accompagnement justement des mairies pour que le personnel administratif des mairies et notamment les cadres de certains niveaux puissent accompagner le maire pour que on établisse cette atmosphère de confiance entre le pouvoir central et le pouvoir local. Mais, moi, je dis quelque chose là, c'est comme si, quelque part, il y a une compétition dans la visibilité des élus, entre élus. Oui, c'est clair. Donc, d'un côté, le député comme le sénateur voulait avoir la visibilité et au détriment du maire. Et voilà que le maire, lui, en principe, par rapport au pouvoir central, nous va lui accorder tout, je dirais, le transfert des ressources nécessaires pour pouvoir jouer son rôle. Donc, en fin de compte, le maire est une victime. Le maire est une victime, le maire est un perdant. Et il y a je pense que on devrait changer de paradigme. Oui. C'est le comment? Et bon. Et parce qu'il faut se dire que au niveau politique, le député ou le maire ou cherche la réélection ou va briguer pour un autre poste. Très bien. Bon, c'est légitime. Et c'est légitime, justement. C'est légitime. C'est de bonne guerre, d'ailleurs. C'est de bonne guerre. Mais il va falloir quand même faire la démarcation et que chacun joue leur rôle. Et il y a quand même une situation, enfin je reviens justement sur le volet financier. Qu'est-ce qui explique que le fonds d'investissement, le fonds communal notamment,
soit confié quasiment au maire, aux députés. Bon, enfin, je ne dirais pas le fonds lui-même, mais je dirais quand même les projets sont financés naturellement et très souvent c'est le maire, le député ou le sénateur, enfin le parlementaire, je dirais, qui quasiment, en tout cas patronne justement le projet. Il y a ce que j'appellerais un problème très sérieux dans la mesure où le gouvernement et notamment le Premier ministre de temps à autre peut être invité par les parlementaires sur sa gestion. Il faut qu'il y ait un élément que j'appellerais de négociation. C'est très souvent des projets qui doivent être faits dans les circonscriptions, dans les communes, dans les sections communales, et le patronage en général, la visibilité dont vous parlez, est donnée aux parlementaires et non aux maires. Et en raison ceci est un clivage qui s'accentue quand entre maires et parlementaires, ils sont de partis politiques différents. Oui. Et ça crée une situation un petit peu difficile. Et ce n'est pas par hasard que vous avez constaté que, s'il faut on veut se référer un petit peu à un passé récent, que les premiers ministres, très souvent, sont aussi des ministres de la planification. Pas par hasard. C'est que les fonds d'investissement, cette visibilité dont vous parlez, est une visibilité qui peut être donnée à travers des projets qu'on inscrit au niveau du territoire. Et évidemment, cette visibilité doit être faite. Et quand les parlementaires eux-mêmes sont questionnés et veulent questionner la gestion du Premier ministre, et très souvent, il doit y avoir un élément qui permette à la primature, en tout cas le Premier ministre et au gouvernement de manière générale, pour qu'ils arrivent à s'en sortir. Il y a un élément, ce sont les projets qui, en général, sont financés sur les territoires des parlementaires, naturellement, qui souvent invitent. Et ce n'est pas par hasard que c'est fait comme ça. Oui, mais alors, écoutez aussi, le grand perdant, encore une fois, le grand perdant, c'est encore la commune. Oh, c'est clair. Mais quoi faire? Il y a certes une méfiance entre élus. Oui. Mais il ne faut pas que cette méfiance empêche la communauté d'avancer, de progresser, et par conséquent aux habitants de bénéficier des services publics. Donc, dans tout cela, pratiquement, c'est un véritable défi. Alors, nous parlons, par exemple, de 86, nous sommes en 2018 aujourd'hui. Donc, est-ce que la décentralisation est incompatible avec notre comportement de peuple? C'est quoi? Bon, et moi je crois qu'il y a un élément de taille et qui pourrait en principe pallier au problème. Ce que nous appelons nous-mêmes le plan communal de développement. Maintenant, quelle que soit la personne qui pourrait patronner justement le projet, mais la population va pouvoir en bénéficier puisque c'est inscrit dans le programme. Parce que le plan communal de développement est quand même un document consensuel. C'est un document qui permet de faire premièrement un diagnostic communal, il faut un diagnostic communal, et qui permet quand même la consultation de l'ensemble des acteurs
du territoire. Maintenant, tant que le projet est inscrit dans le programme, Je comprends. à partir de ce moment, quelle que soit la personne naturellement qui patronne justement ce projet, la population lui-même ne va pas être victime. Très bien. Je connais des situations où il y a des centres de santé qui sont installés et après la construction du centre de santé, on ne sait pas exactement quel personnel médical on va pouvoir mettre pour pouvoir donner les services à la population. Pourquoi c'est arrivé? Parce que justement, ça a été justement sur une base émotive et très souvent, c'est un investissement de prestige qui est fait au niveau de la commune sans que qu'on se questionne sur la durabilité, sur la maintenance, sur même le fonctionnement justement de l'ouvrage qui est érigé. Et ça, c'est créer une situation un petit peu difficile. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut ce que j'appellerais une cohérence dans les actions sur le territoire, à quelque niveau que ça puisse être, au niveau de la commune notamment et au niveau de la section communale également, et au niveau du département s'il le faut. Parce que s'il n'y a pas cette cohérence d'action, comme je vous dis, quelle que soit la personne qui pourrait bénéficier justement de la visibilité, mais il y a un fait fondamental qui demeure, c'est que l'ouvrage est là, on sait que là, il y a des services qui sont donnés et on sait qu'il y a une façon de faire perdurer dans le temps ce service. Et c'est ça qui est fondamental. Alors, effectivement, vous avez parlé du plan communal de développement. C'est comme une pyramide. Oui. Les plans communaux de développement pour influencer le plan national de développement. Oui. À ce moment-là, il y aurait une vue commune. Okay. Et ceci était également un véritable plan stratégique pour le pays, pour chaque commune. Claire. Donc, à ce titre-là, pour sur Théodate, est-ce que aujourd'hui, un maire ou bien un homme peut faire la différence aussi, en dépit des contraintes juridico-politiques, en dépit de ce qu'il y a comme problème, etc., mais un maire peut faire la différence. Oui. Par exemple, je prends le cas d'une commune où on sent que le maire est en train de faire beaucoup d'efforts. Il y a beaucoup de travaux d'infrastructure qui se font. Mais c'est un modèle quand même. Oui. Ça veut dire cette concurrence entre élus devrait être, je dirais, un stimulant pour, d'un côté comme de l'autre, pour que la population ait de meilleurs services. Mais, professeur Théodate, je ne comprends pas, personnellement, pourquoi les communes ne demandent pas la répartition du droit de fermage. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un droit que la commune pourrait demander la répartition entre l'État central et la commune. Oui. Pourquoi? Pourquoi les communes n'arrivent-elles pas à avoir des évaluateurs immobiliers? Pourquoi? Pourquoi les communes ne peuvent-elles pas avoir, je dirais, un service de contrôle de qualité des matériaux de construction? Donc, ceci ne demande pas, je dirais, beaucoup d'argent, ça demande uniquement de l'initiative. Donc, quelque part aussi un problème d'homme. Est-ce que, selon vous, M. Théodate, si nous parlons de décentralisation, est-ce qu'il n'y a pas, je dirais, c'est une paresse intellectuelle, d'initiative au niveau même des communes? Qu'on en parle? Oui, bon, je crois qu'il y a aussi un autre élément et qu'il faudrait mettre en exergue. Les faiblesses du maire lui-même devraient être compensées au moins à deux niveaux. Un premier niveau, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est un accompagnement systématique qui est donné. Mais cet accompagnement systématique, bon, pouvait se faire, et d'ailleurs il y a des initiatives qui ont été prises en ce sens, à travers un projet ONU Habitat, où on avait doté les communes d'un ensemble de techniciens payés sur les ressources qui n'étaient pas les ressources de la commune pour pouvoir faire la différence. Okay. Ce qu'ils appelaient les ATL, les agents techniques locaux. C'est un peu ça, ATL.
Mais malheureusement, l'expérience qui a été faite n'a pas donné les résultats escomptés. Maintenant, il y a une initiative qui est en train de prendre au niveau départemental pour s'assurer qu'il y a tout un ensemble de techniciens. Une fois qu'il y a des initiatives à être prises, normalement, ces techniciens devraient constituer un réservoir et un vivier de ressources pour pouvoir orienter l'action communale. Très bien. Donc, il y a tout un ensemble d'éléments pratiquement qu'il va falloir regarder et pour permettre justement aux maires de faire, de faire en sorte qu'au niveau de son territoire, la gestion soit la bonne gestion, la bonne gouvernance, naturellement, soit quelque chose de vécu et de perçu par la population. Ouais. Donc, ainsi prend fait malheureusement la 383e édition, dont le thème, la décentralisation en Haïti, un véritable défi à relever. Eh bien, nous vous disons merci pour votre intérêt pour le thème, pour l'émission. Et encore une fois, gérer, c'est prévoir. Pour prévoir, il faut savoir. Pour savoir, il faut être en état de réceptivité, être à l'écoute des autres. Car le meilleur gestionnaire, le meilleur leader, c'est celui qui sait créer des leaders autour de lui. Il faut penser grand, il faut penser positif, il faut créer l'espoir pour d'autres et ce faisant, créer l'espoir pour soi aussi. Nous avons un pays à gérer. Il faut que nous soyons suffisamment honnêtes pour connaître nos imperfections, nos limites, pour en principe compléter ce que nous n'avons pas en faisant appel à d'autres. Certes, le sujet est d'importance et l'invité a fait de son mieux pour être à la dimension de vos attentes. Donc nous vous disons merci, disons merci à vous de sa disponibilité et à vous. Nous disons à bientôt. Merci. Merci.